Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Pour ce vendredi, je vous ai préparé une grande interview avec une personnalité qui était aux premières loges au moment du lancement d'Internet dans les foyers français, et également quand le web est devenu le 2.0 et que l'on retrouve encore aujourd'hui au cœur des réseaux sociaux avec cette bataille sur l'information. Mon invité du jour est aussi à la fois un pro de la régulation tout en étant un militant pour un Internet ouvert. C'est un entrepreneur engagé pour le numérique français, mais aussi le président d'une association qui réunit pratiquement l'ensemble des GAFAM en France. Alors vous l'aurez compris, les débats ne manqueront pas tout à l'heure. Ce sera avec Giuseppe Di Martino, président de l'ASIC et cofondateur de Loopsider et Période. Mais avant cet entretien privilégié, Jérôme Bouteiller, fondateur d'écranmobile.fr, analysera l'impact du marché du mobile, du business du mobile sur l'emploi. Et nous interrogerons ensemble le père Emmanuel Cross de la Mobile Marketing Association. Et puis, en fin d'émission, nous retrouverons notre rendez-vous avec la conquête spatiale qui sera dédiée aujourd'hui au retour de la Chine sur la Lune. Mais tout de suite, donc, place à notre rendez-vous mobile business. Bonjour Jérôme. Bonjour. Votre sujet aujourd'hui, c'est le mobile créateur de business, mais pas seulement, créateur d'emplois également. Oui, effectivement, même si l'heure aujourd'hui est à l'optimisme sur le plan sanitaire avec une décrue de l'épidémie de Covid-19 et l'arrivée très prochaine des vaccins, on est un peu plus pessimiste sur le terrain économique avec la crainte d'une seconde vague qui toucherait les entreprises. Cette semaine, un article paru dans Le Monde estimait que le Covid-19 allait provoquer la destruction de plus de 35 000 emplois en France. Ce sont des chiffres importants et on redoute également une vague de faillites dans des secteurs sinistrés comme la restauration ou le tourisme au cours de l'année 2021. Alors ce sont des très mauvais chiffres pour notre économie, mais je voulais un petit peu les contrebalancer en montrant qu'il y avait d'autres secteurs économiques et notamment le mobile qui était effectivement créateur d'emplois. Et donc ce mobile, oui, créateur d'emplois, ça c'est votre thèse ce matin. Oui, alors effectivement, il y a eu une étude qui a été publiée aux États-Unis cet été par Apple, donc ça concerne pour l'instant les États-Unis, et qui estime que les entreprises spécialisées dans la création d'applications iOS étaient à l'origine de plus de 300 000 jobs, rien qu'aux États-Unis au cours de cette pandémie. Et si on agrandit à l'échelle du pays, aujourd'hui, ce sont plus de 2,1 millions d'emplois liés aux applications, et c'est un chiffre qui est en croissance de plus de 15% sur un an. Et ce sont des emplois qu'on retrouve partout aux États-Unis, pas seulement dans la Silicon Valley, en Californie. On les retrouve par exemple en Floride, au Texas ou dans l'État de Washington. Donc ça irrigue vraiment toute l'économie américaine. Est-ce qu'on peut retrouver aussi ce même phénomène en Europe ? Alors, si les géants du numérique sont principalement américains ou désormais chinois, l'Europe reste effectivement une économie très dynamique au niveau digital. Et c'est une autre étude qui a été commandée par l'association ACT qui estime que l'app économie européenne représente aujourd'hui 1,3 million d'emplois sur le vieux continent, donc un chiffre à mettre en perspective avec les 2,1 millions d'emplois américains. Et cette même étude évalue le poids de cette app économie à plus de 187 milliards d'euros en Europe, dont 86 milliards d'euros de revenus directs pour les développeurs d'applications. Et en France ? Alors j'ai cherché, j'ai pas trouvé de chiffres spécifiques à l'app économie française pour l'année 2019, mais en 2018, le cabinet Deloitte avait fait une étude propre au marché français qui estimait que cette économie représentait déjà 22 milliards d'euros dans l'Hexagone. Et sur le front de l'emploi, on évaluait cette économie au sens large à 230 000 emplois, dont 77 000 emplois directs concernant environ 9 000 entreprises, avec à nouveau une croissance de l'ordre de 15%. Alors l'année 2020 a été très dynamique, il y a eu des gros succès d'applications dans le fitness, dans le jeu, dans la formation, et donc on peut estimer que ces chiffres sont aujourd'hui déjà en très forte croissance. Oui, lié à la crise Covid-19, est-ce qu'on peut aussi se dire que l'app économie, comme vous l'appelez, va être créatrice d'emplois demain ? Oui, c'est un peu notre thèse dans Mobile Business depuis déjà quelques semaines. Le mobile, c'est l'économie de demain. Et si on regarde simplement les chiffres de l'app économie, il y a une étude Appenny qui estime que ça représente déjà plus de 150 000 milliards de dollars au niveau global. Ça fait de cette app économie la première industrie culturelle devant le jeu, devant le cinéma, devant la musique. Et si on élargit encore plus le spectre, ce sont des chiffres qui ont été publiés la semaine dernière par Ericsson, qui estime par exemple que l'arrivée de la 5G va générer 30 000 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années pour l'ensemble de l'industrie du mobile, avec évidemment à la clé des millions et des millions d'emplois. Alors, vous n'êtes pas venu seul, nous avons avec nous un représentant de ce secteur florissant, Pierre-Emmanuel Cross, bonjour. Bonjour.
Vous êtes président de la Mobile Marketing Association France, qui regroupe donc les acteurs majeurs du marketing et de la publicité mobile. D'abord, est-ce que vous avez un commentaire sur la chronique de Jérôme Bouteiller sur ce secteur créateur d'emplois en France, peut-être des indicateurs plus précis en France? Je le sens tous les jours. Tous les jours, il y a effectivement des nouveautés qui arrivent. On est contacté tous les jours pour vouloir adhérer à l'association. De nouvelles startups, de nouvelles entreprises qui ont scalé et qui ont besoin de plus de visibilité. Et nous, on le ressent. Alors, Jérôme l'a dit, les chiffres sont malheureusement assez rares en termes de calcul réel d'emplois générés. Moi, ce que je peux vous dire, c'est vous apporter ce témoignage, que je vois une dynamisme très très fort dans ce secteur, quels que soient les sujets, puisque la Mobile Marketing Association, c'est pas la Mobile Advertising Association, on traite de la publicité bien sûr, mais aussi de l'ensemble de la chaîne du marketing, du CRM, des technologies, des interfaces, du messaging, du commerce, du paiement. Donc c'est l'ensemble de la chaîne que nous traitons. Alors si on n'a pas vraiment de chiffres en France, c'est peut-être parce qu'on ne prend pas encore suffisamment au sérieux cette app économie. Je pense qu'elle est prise au sérieux, c'est juste une question de sectorisation des données en fait, c'est-à-dire de pouvoir dire spécifiquement, d'une façon assez granulaire, les emplois dans le numérique. Alors le sujet du mobile en tout cas est au cœur de l'économie, ça sera aussi au cœur de votre forum qui aura lieu le 8 décembre prochain. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure dans vos chiffres, en fait, le mobile aujourd'hui, il crée énormément de valeur. Et en fait, s'il crée autant de valeur, c'est qu'il est au cœur de la vie. Il est au cœur de la vie des citoyens, au cœur de la vie des entreprises, au cœur de la vie des médias et au cœur même des loisirs. C'est pour ça qu'on a appelé notre Mobile Marketing Forum qui a lieu le 8 décembre en ligne de 10h à midi. C'est ouvert à tous, vous pouvez tous y accéder. Le mobile au cœur. Tout simplement. Et en vrai, on se rend compte que aujourd'hui, ce mobile génère énormément de nouveaux modèles économiques pour les médias, de nouvelles façons de consommer les loisirs, de nouvelles façons de communiquer pour les marques. Et l'ensemble de ces sujets sont traités par la Mobile Marketing Association. Alors, nouveau modèle économique, parfois ça passe par de la publicité géolocalisée par exemple, et donc par certains bras de fer, j'imagine, avec le régulateur des données personnelles, le protecteur des données personnelles, la CNIL. Oui, on est une des seules associations qui mettons un peu plus de 30% de notre budget sur les affaires publiques et le suivi de ces sujets, puisqu'on est aussi une réelle organisation interprofessionnelle influente et dans la représentation de nos adhérents. Alors, plutôt que bras de fer, je dirais recherche d'équilibre éclairé. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des discussions avec la CNIL, avec même Apple en ce moment, puisque vous êtes... Qu'est-ce qui bloque avec Apple ? Apple, en fait, lance leur iOS 14, et dans l'iOS 14, ils révisent leur manière de distribuer leur IDFA, leur identifiant publicitaire. Et en fait, Jérôme en avait parlé dans l'émission, effectivement. Oui, il y a une forme de privatisation de la privacy, en fait, imposée par Apple dans cette manière de faire les choses. Il y a le RGPD en Europe, ça fait 2 ans et demi que les entreprises investissent fortement pour être compliant, pardon du terme, avec ces normes. Compatible, merci. Compatible avec ces normes. Et puis voilà qu'Apple arrive avec une surcouche qui risque d'être extrêmement compliquée pour les marques, les marketeurs et même l'économie des applications, puisqu'elles gagnent quand même leur vie beaucoup sur le revenu publicitaire. Le mobile a une révolution dans la révolution digitale et il faut une association pour accompagner cette révolution. Ouais, vous l'avez dit, Jérôme. En fait, quand on regarde les chiffres, quand on regarde les développements, les créations d'emplois et surtout l'usage du mobile, c'est le premier média aujourd'hui, c'est le premier écran. Il n'y a pas plus légitime que la Mobile Marketing Association pour traiter tous ces sujets et toutes ces actions sont extrêmement importantes. Donc, une association interprofessionnelle qui parle uniquement du sujet, qui part surtout même du sujet mobile sur l'ensemble de la chaîne marketing est extrêmement utile pour ses adhérents. Voilà. Donc, on a énormément de sujets à traiter. On lance des labels. Le Drive to Trust est un label justement sur la géolocalisation pour certifier les entreprises qui proposent des services dans ces domaines-là. Qu'est-ce qu'il y a dans cette certification ? Qu'est-ce qui fait qu'on va être labellisé ? Il y a besoin de transparence et de confiance dans nos métiers. C'est pour ça que je parlais d'équilibre éclairé. C'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble des parties sachent de quoi on parle et qu'on arrive à la fois pouvoir donner la possibilité aux marques de communiquer et aux consommateurs d'avoir sa vie personnelle protégée. Et bien sûr qu'on est extrêmement regardant là-dessus. Dans ce label, il y a la capacité à certifier qu'une entreprise va cibler les personnes qu'elle a dit qu'elle allait cibler pour une marque.
C'est là aussi la capacité à certifier qu'une marque va cibler au bon endroit et à l'endroit qu'elle a dit qu'elle allait cibler les personnes pour une marque, et puis qu'elle va aussi mesurer correctement ses performances. Donc on a 3 certifications dans ce label, dans cette certification Drive to Trust: Right People, Right Place, Right Performance. Et vous le vérifiez techniquement? Absolument. C'est 3 mois d'audit pour pouvoir être certifié, et une fois qu'on a cette certification, elle vaut pour 1 an avec 4 passages de vérification sur l'année. Donc c'est tous les trimestres. Juste d'un mot, alors donc c'est un bras de fer ou pas avec Apple? Comment ça se passe? On a été obligé de porter plainte contre Apple auprès de l'autorité de la concurrence, tout simplement pour que le dossier soit saisi de manière plus sérieuse. On a une position comme lanceur d'alerte, bien sûr. On est une association, on n'est pas une grande firme avec une batterie d'avocats, mais on a rassemblé aussi d'autres associations autour de nous avec l'IAB, le SRI, l'UDECAM, donc l'ensemble de l'interprofession s'est jointe sous une forme de coalition pour porter ce dossier et discuter avec Apple. On demande une forme de référé, c'est-à-dire pour aller vite, absolument. Très bien. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel Cross, président de la Mobile Marketing Association. Merci pour votre France. invitation. Et merci également à Jérôme Bouteiller, fondateur d'écranmobile.fr, pour ses chroniques et ses invités. C'est l'heure de la grande interview de Giuseppe De Martino. C'est l'heure de notre grande interview. Bonjour Giuseppe De Martino. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors je vous ai présenté tout à l'heure comme un acteur d'Internet aux premières loges de cette révolution des usages, parfois même aux manettes. Je vais retracer rapidement votre parcours. Je ne vous connaissais pas encore lorsque vous étiez directeur juridique d'AOL. Et donc quand Internet faisait ses premiers pas en France. Je crois que je vous ai plutôt rencontré la première fois lorsque vous étiez président de Feu, l'association des fournisseurs d'accès en France. Et puis vous êtes devenu le directeur juridique et réglementaire monde de Dailymotion. Vous avez passé 10 ans à la tête de ce concurrent de YouTube. Et vous avez co-créé et vous présidez toujours l'association des services Internet communautaires qu'on appelle l'ASIC, dans laquelle on retrouve notamment Google, Facebook, Amazon ou encore Microsoft, ce qui va nous donner l'occasion d'adresser ce sujet des GAFAM lors de votre interview, puisque vous en représentez finalement une très grande partie. Et puis, il y a 3 ans, vous vous êtes lancé dans une nouvelle aventure entrepreneuriale française avec Loopsider, qui est un média vidéo qui a été conçu pour et sur les réseaux sociaux. Alors, on va commencer par là. Quelle est l'idée de départ avec Loopsider ? Nous sommes 3 associés. Moi-même, après m'être occupé de la réglementation de Dailymotion, j'en suis devenu le directeur général et j'ai pu négocier pas mal de partenariats, notamment aux États-Unis, avec des acteurs. On est dans les années 2014-2015. Comme Naodis et J+, les premiers aux États-Unis qui se sont mis à faire des vidéos courtes, texte à l'écran, avec un traitement différent de l'information. Et ça nous a donné des idées. J'avais 2 bons vieux copains qui étaient Johan Hufnagel, le directeur de la rédaction de Libération, Arnaud Maillard, le directeur digital de Discovery. On s'est dit, mais il faudrait faire la même chose entre nos boîtes respectives pour essayer de changer la donne. Et on s'est vite aperçu que c'était compliqué, notamment de faire travailler les journalistes autrement, d'apporter ce qu'on savait qui était très présent, l'importance des data pour améliorer la fluidité du traitement de l'information, et on n'a pas réussi. La vie a fait que j'ai participé à la vente de Dailymotion à Vivendi, qu'on ne s'est pas forcément mis d'accord sur la stratégie à adopter pour Dailymotion, et je suis parti au bout de 2 ans après la vente à Vivendi, et j'ai pu, avec mes camarades, monter le projet, aller chercher de l'argent, travailler vraiment l'infrastructure technique encore une fois, pour que la data soit au service de l'information. Qu'est-ce que ça veut dire la data au cœur de l'information ? On a des petits budgets et c'est pas une raison pour traiter moins bien l'information. Mais on a cette chance formidable en 2020 d'avoir des data scientists, d'avoir cette capacité à traiter la donnée au service de l'information. Je m'explique. On a à peu près 20 000 sondes posées sur les réseaux sociaux qui nous permettent, sondes, pièges, radars, je ne sais pas comment véritablement les appeler, qui nous rabattent en quelque sorte les 20 sujets qui montent, les 20 sujets autour desquels il y a plus de discussions sur les réseaux sociaux. Sur ces 20 sujets, des femmes, des hommes, au sein de notre rédaction, vont décider d'en traiter 10. On va les traiter différemment en fonction des différentes plateformes sur lesquelles on est présent. Ensuite, les outils qu'on a mis en place permettent véritablement de séquencer la production de nos contenus, de nos vidéos, de la manière la plus efficace.
Comment retenir l'attention dans les 3 premières secondes? Comment, par une succession de révélations, on maintient l'attention de nos communautés? Et enfin, on revient à l'origine du journalisme où on travaillait un peu comme sur des scénarios avec exactement, le climax. C'est du storytelling à l'ancienne, mais simplement c'est sur 3 minutes et on n'est pas dans l'industrie culturelle où on est dans des formats plus longs. Là, c'est les mêmes principes. Et enfin, nos data scientists nous aident à quelque chose de formidable, c'est la distribution de ces contenus. Comment aller apporter le contenu, l'information aux communautés qui sont particulièrement intéressées par certains sujets. Donc Alors ça, on fait comment? Eh bien, on teste les vidéos auprès de clubs, de publics différents, et on va vraiment acheter des petites campagnes pour amorcer la pompe en quelque sorte, créer la viralité. Et c'est comme ça qu'on a une vidéo sur l'environnement. Eh bien, on va aller chercher les personnes qui ont déjà réagi chez nous à ce type de contenu. Pour nous, l'essentiel, c'est pas forcément le nombre de vues, c'est pas l'audience, on n'est plus du tout dans la télévision. Ce qui nous importe, nous, c'est l'interaction. Comment notre public va réagir, va commenter, va partager, va créer une vraie conversation sociale autour de nos contenus, parce qu'on pense que c'est dans cet engagement que se situe l'avenir, sans doute, d'une partie des médias, vraiment fédérer, donner envie, trouver peut-être des solutions, c'est ambitieux, en tous les cas, donner l'envie, la curiosité de changer le monde autour de soi. Ça veut dire qu'on revient à ce modèle du web 2.0 où on est beaucoup plus dans l'interaction? Complètement. On pense que ce n'est pas le destin des Français. On passe de médias d'info à conversation sociale. Exactement. On pense qu'à une époque où de moins en moins de personnes se déplacent dans les kiosques pour acheter des journaux, de moins en moins de personnes regardent l'information, malgré ce qu'on peut dire, à la télévision. Par contre, beaucoup de personnes sont présentes sur les réseaux sociaux et ont une curiosité naturelle. Et nous, on a fait le pari de dire que si on leur apporte sur un plateau une belle histoire, une histoire inspirante, une histoire qui va les intéresser, et ils auront le temps de le regarder. Il suffit vraiment d'instiller cette curiosité, et c'est pas si compliqué que ça, parce que les gens sont intelligents, ils ne sont pas condamnés à regarder des chats sur des skateboards, ils ne sont pas condamnés à regarder des tutos. Alors c'est ce que j'allais dire, parce que si vous posez des sondes, qu'est-ce qui va ressortir? Peut-être pas forcément des sujets d'information. Tout à fait. Et donc c'est un travail humain de tri sur les 20 sujets quand même les plus importants, pour qu'on Donc il y a un travail journalistique, il y a une équipe de journalistes. Absolument. La data ne remplacera jamais les journalistes. Les journalistes, c'est le plus beau métier du monde. Et on tient véritablement simplement à faciliter leur travail, le rendre plus fluide aussi, parce qu'avec nos outils de production, c'est une seule personne qui à la fois fait le montage, fait le motion design, fait le graphisme, insère les sous-titres, et ça donne une fluidité, une rapidité d'exécution plus importante. Il y a des vidéos de l'Oopsider dont vous êtes très fiers, un top Toutes les premières, on s'est lancé, alors on a fait beaucoup de tests, on s'est lancé sous un faux nom au départ, et on avait je vous raconte juste l'anecdote, on avait remarqué au Brésil, ça remontait ce sujet que dans les accouchements, le taux de césarienne devenait de plus en plus important, et qu'il y avait plein de mesures que les Brésiliens essayaient d'adopter pour lutter contre cette standardisation de la césarienne. Et on était tombé sur des images d'un obstétricien qui, dans le dernier travail, faisait danser ses patientes sur des airs à la mode. C'était hyper visuel, mais ça avait un vrai message, et on avait mis cette vidéo en ligne sur Facebook à l'époque, sous un autre nom. Et cette vidéo, en 3 jours, a fait 18 millions de vues. Ouais. Donc on s'est dit, on a trouvé un truc, on va se lancer. Donc on l'a relancé, on a lancé l'Oopsider un peu plus vite que prévu, à une semaine près. Cette vidéo, pour tout vous dire, n'a jamais dépassé les 3 millions de vues sous le nom de l'Oopsider. Donc, mais ça donne bien une idée de ce qu'on a voulu mettre en place, vraiment tirer vers le haut une certaine partie de la population qui, encore une fois, n'attend que ça, être informé de manière intelligente, pas forcément les sujets d'infotainment, de la politique, du petit bout de la lorgnette. Nous, on a envie, encore une fois, qu'ils se redressent et qu'ils prennent position.
qu'ils participent. Alors, je voudrais qu'on s'interroge encore davantage sur la question des réseaux sociaux, parce qu'on les accuse d'un manque cruel de régulation. C'est vraiment le sujet du moment, avec les problématiques de haine, de harcèlement. On peut aussi parler des fake news, évidemment. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ça? Est-ce qu'on manque de régulation sur les réseaux sociaux? Vous êtes un spécialiste, un pro de la régulation. Ça fait 25 ans que j'entends... vous savez, au départ, on disait Internet, c'est la jungle. Et en fait, ça fait 25 ans qu'on essaie d'expliquer que non, Internet, c'est comme la vraie vie. Il y a des textes de loi, il faut juste savoir les appliquer. Sur ces questions de lutte contre la haine, lutte contre les contenus illicites, il y a une première réponse qu'on adore dans notre industrie donnée, c'est rappelons-nous quand même qu'il y a d'abord des textes existants, et notamment la directive commerce électronique, qui doit susciter l'envie des acteurs européens de se lancer sur le digital. Et cette directive met en place une vraie responsabilité. Donc il y a déjà un cadre, c'est une responsabilité a priori de réaction prompte. Ensuite, nous, on aime aussi préciser qu'il y a un travail de pédagogie énorme. Expliquer notamment dans les écoles, expliquer dans les entreprises qu'il n'y a pas d'impunité. N'importe quel acte sur les réseaux sociaux, sur Internet, permet une identification avec une collaboration avec les autorités répressives. Tout cela existe. Après, il y a sans doute un problème de moyens pour ces officines spécialisées au niveau de l'administration pour repérer, pour agir. Il n'y a pas de coopération internationale. N'importe quel, acteur contrefaisant en Moldavie ou à Taïwan aujourd'hui peut continuer son activité et arroser en quelque sorte la France sans qu'on puisse rien faire véritablement contre ces pratiques. Donc, une meilleure coopération internationale, une pédagogie renforcée auprès des plus jeunes et des moins jeunes, et enfin des moyens véritablement décuplés pour les autorités. Mais Giuseppe De Martino, ceux qui ont les moyens aujourd'hui, ce sont justement les Twitter, les Facebook, les Google. Donc est-ce que c'est pas à eux d'agir et d'aider sur la régulation et d'être peut-être plus proactifs? Tout à fait. Il y a un vrai travail au niveau des plateformes avec quand même l'écueil essentiel, et c'est pour ça, vous mentionnez que je reste président de l'association des services Internet communautaires que j'ai créé quand j'étais DG de Dailymotion en 2007, pour justement mettre en avant les valeurs, les craintes de l'industrie de l'Internet communautaire. La petite difficulté qu'on voit, ou plutôt l'énorme difficulté qu'on voit au quotidien, c'est quand on demande à ces plateformes de réguler, quand on demande à ces plateformes de trancher sur ce qui devrait être en ligne ou pas, on leur demande en quelque sorte d'agir en lieu et place des juges, de dire le droit. Or, c'est un principe essentiel. Le droit ne peut être dit, ne peut être traité que par les juges. C'est absolument... c'est incontournable. Pour nous, ce principe de liberté personnelle est essentiel. Si on arrivait, comme on a eu plusieurs tentatives, notamment la proposition de loi Avia, où on demande aux plateformes de donner, de monitorer, de surveiller, de censurer en quelque sorte, avant la mise en ligne, ces contenus, on aboutirait à quelque chose de très simple. On connaît cette plateforme, on connaît aussi le fait que leur maison mère soit aux États-Unis, que la France représente dans les meilleurs cas 2%. 2,5% de leur activité, de leur chiffre d'affaires. Ces plateformes décideront tout simplement de couper l'accès, la mise en ligne de contenu par les simples particuliers et se contenteront de laisser des sociétés ayant pignon sur rue garantissant la licéité de leur contenu être en ligne. Alors cette loi Avia, en l'occurrence, du coup, on n'en parle plus, puisque justement, on a décidé que ce n'était pas constitutionnel. Mais est-ce qu'on parle trop de régulation, selon vous, en Europe? Parce que c'est quand même un moyen de lutter contre les dérives et peut-être même contre l'hégémonie des GAFAM. Alors, on pense que la première victime d'une surrégulation, ça serait justement les petits acteurs. Ça serait une barrière à l'entrée. Imaginons demain, si on devait, n'importe quelle start-up devait engager sa responsabilité pour
pour tout contenu transitant de la part de ces utilisateurs, et ça serait impossible à gérer. Donc déjà, non, les GAFA ne sont pas les seuls visés par cette régulation-là, en tous les cas, cette régulation sur les contenus illicites, et vraiment les outils à mettre en place existent en termes dans la contrefaçon, on parle de fingerprinting, des outils de détection qui eux-mêmes représentent un véritable coût porté par les plus gros acteurs et qui reste une problématique réelle pour les plus petits. Mais le jeu en vaut la chandelle. Alors, les petits acteurs, je veux dire, pour l'instant, vous êtes encore un petit acteur. Vous venez de lancer une autre initiative qui s'appelle Période sur Instagram. Enfin, vous venez. Il y a un an déjà. Octobre 2019. Exactement. Et comment ça se passe? Alors là, quelle est l'idée au départ? Alors, avec Loopsider, lancé en janvier 2018, on a décidé de traiter les sujets qui nous tenaient le plus à cœur, la lutte contre les discriminations, la protection de l'environnement, comment la place de la femme est essentielle dans la société d'aujourd'hui. Et on a vu de plus en plus sur ce dernier sujet une demande de nos communautés de traiter plus en profondeur, avec sans doute plus de sourire aussi, cette thématique liée au corps de la femme, à la santé, encore une fois à la fierté d'être femme aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a lancé un second média avec les mêmes outils technologiques basés sur l'exploitation des données, donc Période sur Instagram, destiné à une population féminine, mais pas que, de 15 à 45 ans, on va dire. Pas simplement des vidéos comme Loopsider, mais également des illustrations, des photos. Et aujourd'hui, on est même surpris du succès de Période, qui sur Instagram a pas loin de 280 000 abonnés, et surtout qui est déjà en première position. C'est étonnant de lancer un média vraiment juste... Alors ça se faisait avant, on lançait sur un support dédié. Là, on choisit un réseau social uniquement. Exactement. Notamment Instagram, qui est vraiment aujourd'hui le réseau social qui donne le plus de place à cette interaction qui nous tient tellement à cœur. C'est là où très facilement on commente, très facilement on partage, très facilement on tag son propre réseau d'amis, et c'était vraiment totalement adapté à des sujets pour nous si importants que le sont ceux traités par Période, par une petite équipe éditoriale de jeunes femmes passionnées et qui permettent à Période d'avoir vite fait son trou avec des moyens, encore une fois, limités, mais une telle énergie et une telle foi dans le métier pratiqué au quotidien que c'en est presque plus que réjouissant. Alors, je continue à dérouler mon fil de l'entrepreneuriat français, de la place de la France dans ce monde numérique et les réseaux sociaux. La SIC, au départ, vous l'avez dit, vous l'avez co-créé avec Pierre Kosciusko-Morizet, à l'époque, qui était le patron de Price Minister avant qu'il ne passe sous pavillon japonais. Aujourd'hui, c'est quand même plus un club de GAFAM. Ouais, mais j'en suis désolé. J'en suis vraiment désolé. On a lancé deux Français. Mais ça veut dire quoi? On a raté quelque chose, là, les acteurs français? Complètement. On met toujours en avant la France, la Startup Nation. Il est temps que la France devienne une ETI nation, que les entreprises de taille intermédiaire, que les plus grands acteurs existent sur le plan numérique au niveau mondial. On a quelques licornes, et tant mieux, qui commencent à émerger, mais pas assez. Évidemment, il faut ces bébés tortues que sont les startups pour arriver aux mastodontes qui voguent dans les océans. Mais il y a peut-être un peu trop de bébés tortues, et on manque des entreprises qui feraient véritablement rayonner la France. Comment vous l'expliquez ça, Giuseppe Di Martino? Peut-être un trop grand essaimage des fonds sur ces startups, peut-être pas suffisamment de fonds de grosses, pour entrer dans un vocabulaire technique, pour aider les entreprises à franchir des paliers, notamment au niveau mondial. Là, ça veut dire qu'il faut vraiment passer à un niveau européen, à une échelle européenne. Mais il n'y a pas, et merci d'aborder ce point, Delphine, il n'y a pas d'Europe numérique, soyons clairs, il n'y a absolument aucune préférence communautaire à tous les niveaux, mais spécifiquement sur le numérique. Quand j'étais Dailymotion, ou même aujourd'hui quand je suis Loopsider, le fait d'être européen ne me donne, et basé en France, ne me donne aucun avantage en Allemagne, en Suède ou en Espagne. Il y a d'abord préférence pour l'acteur local et
l'acteur américain qui représente toujours dans l'inconscient collectif l'universalisme et c'est vrai aussi. Une sorte de valeur sûre, quoi. Valeur sûre, et c'est aussi la patrie, sans doute, de ce qu'on se rappelle d'être l'Internet. Alors, j'ai reçu Sébastien Soriano vendredi dernier à cette place même, donc le président de l'ARCEP, le régulateur des télécoms. Que pensez-vous de ce rapprochement que l'on voit entre le régulateur des télécoms et le CSA qui régule l'audiovisuel? Est-ce que ça veut dire qu'Internet c'est un média vidéo, mais est un média qui doit aussi répondre à certaines règles de l'audiovisuel? Alors, rappelons-nous pourquoi le CSA existe. Le CSA, ou la Haute Autorité de l'Audiovisuel à Montréal, sur l'audiovisuel, la télévision, la radio, la ressource est rare. Les fréquences sont limitées, et donc pour en obtenir une, à l'époque, encore aujourd'hui, il faut obéir à un cahier des charges. Sur le numérique, c'est totalement l'inverse. La ressource est ouverte. N'importe qui demain... À l'exception du mobile. On achète des fréquences à prix d'or. Complètement. Mais en tous les cas, si vous voulez faire une application aujourd'hui pour un mobile, vous n'avez aucune barrière à l'entrée. Vous ne prenez la place de personne, et donc le régulateur, a priori, n'a pas à intervenir. Le régulateur, et on a une excellente relation avec les Roch-Olivier Mestre et ses équipes, a certainement un rôle à jouer pour passer l'information, pour se rendre compte de l'évolution des usages, mais on ne se voit pas demain demander l'autorisation d'une start-up voulant faire de la vidéo, une start-up voulant avoir un traitement, par exemple, de l'information du théâtre, n'a pas demain à demander l'autorisation du CSA. Et ça nous compons, j'allais dire, droit dans nos bottes sur cette partie-là. Le CSA va se rapprocher sans doute d'autres régulateurs, et notamment la Hadopi, mais sur la partie ARCEP, les questions qui nous intéressent le plus, nous, acteurs de l'Internet communautaire, c'est la fameuse neutralité du net, plutôt très bien géré par l'ARCEP, et même si le débat n'est pas c'était un totalement sujet très bien défendu par Sébastien Soriano, même avant l'ARCEP. Tout à fait. Reste toujours cette question des opérateurs télécoms qui aimeraient que les plus grands acteurs, les réseaux sociaux, les plateformes, les plus grands acteurs du numérique participent au financement des réseaux télécoms. Et nous, Ce qui peut s'entendre. Mais nous, on a aussi... Parce que finalement, vous profitez d'infrastructures que vous ne payez pas. Complètement. Mais nous, on aime bien... Classique, on va bien dire. sûr. On aime bien retourner l'argument, et de dire, mais pourquoi pas participer au financement des infrastructures si nous pouvons également profiter des abonnements que vous, opérateurs des télécoms, facturez aux Français qui s'abonnent non pas pour aller regarder le portail d'information de ces opérateurs, mais pour aller sur les réseaux sociaux, pour utiliser les outils de messagerie de nos différents membres. Oui, c'est-à-dire vous dites que vous créez la valeur aujourd'hui qui permet aux opérateurs de vendre son abonnement. Alors, il faut quand même rappeler aussi qu'il y a quand même des accords de peering. Vous partagez un peu les frais sur les grands nœuds de réseaux d'Internet. En tous les cas, tout ce qui est bande passante est partagé et donne lieu à un échange économique avec des négociations qui doivent être assez corsées. Non ? Tout à fait. Alors, les valeurs d'Internet que vous suivez, donc je disais depuis plus de 20 ans, elles ont changé, elles n'ont pas changé. On parlait là de la neutralité du net. Qu'est-ce que ça veut dire garder un Internet ouvert ? Il y a sans doute, mais c'est aussi la phase de maturité. On parle moins, on a moins sensation dans les échanges. Le côté libertaire des premières années où il était important de défendre son précaré, de mettre en avant des valeurs de manière souvent un petit peu caricaturale, existe moins. Aujourd'hui, j'allais dire, c'est presque pire. On ne parle plus de libertarisme. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, notamment, monter, c'est ces questions de nationalisme, ces questions d'enfermement sur soi,
qui montrent vraiment un changement de paradigme de l'usage des réseaux sociaux. Et c'est pour ça aussi qu'on a lancé Loopsider, pour essayer, encore une fois, de ne pas laisser la main à des acteurs russes ou autres venant gérer l'information, en tous les cas, partager l'information en France. Il faut occuper le terrain, il faut être présent. Exactement. Alors, je sais que vous ressentez un peu de lassitude quand je vous pose ces questions, ces mêmes questions, vous allez me dire, sur ce grand méchant Internet qu'il faut réguler. Pour autant, on se les pose toujours, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Oui, on a été sûrement mauvais dans la communication, dans notre propre pédagogie pour expliquer ce qui nous tenait à cœur et comment aussi l'Internet, l'usage des réseaux sociaux en particulier est devenu tellement central à apporter la culture, le divertissement, l'enseignement de choses est devenu indispensable au quotidien. Et au lieu de mettre en avant cet accès gratuit à cette mine d'informations, on a tendance un peu trop à, au lieu de regarder la Lune, de regarder le bout du doigt et de regarder ce qui fâche, qu'il faut traiter. Et pour nous, c'est essentiel de rappeler ce que je vous indiquais tout à l'heure, qu'il n'y a pas d'impunité sur Internet, qu'il suffirait d'un peu plus d'exemples, de sanctions fortes sur des gens qui se sentent libres de menacer, de proférer des insultes, d'avoir un comportement tout à fait inadmissible. Il faut rappeler aussi que ce n'est absolument pas l'intérêt des plateformes. Donc les plateformes mettent en place, elles aussi, des algorithmes pour repérer ce type de débordement, mais ne peuvent pas vérifier avant la remise en ligne tous ces contenus. C'est un travail. Il faut rappeler qu'à chaque seconde qui passe sur les réseaux sociaux, c'est plusieurs années d'informations qui sont mises en ligne. Donc l'algorithme là, la data ne permet pas de tout traiter et surtout ne permet pas, encore une fois, de trancher en appliquant le droit de manière pertinente et surtout, on ne doit pas jouer à l'apprenti sorcier sur ces sujets-là. Giuseppe De Martino, je vais être très dur avec vous parce qu'on va terminer cet entretien avec des questions express. Ça veut dire que je vous lance sur un mot, vous répondez en 2 phrases maximum. Maximum. Ok. Vos rêves? Continuer, s'amuser et être toujours à la pointe du divertissement intellectuel. Vos peurs? Devoir m'arrêter, devoir justement subir une régulation à force de m'y frotter. Un jour, cette lassitude sera forte et je plierai mes gaules et je repartirai dans ma campagne natale. Vos interrogations? Pourquoi n'arrive-t-on pas à mettre en place des outils d'information plus simples au niveau de tous les médias aujourd'hui? Ce qu'on a fait avec Loopsider, d'autres auraient dû le faire avant nous. Votre idée fixe? Persuader, convaincre, avec le sourire. Alors, le futur, vous l'imaginez? Mais on va très rapidement, puisqu'on a enfin atteint l'équilibre, au bout de 3 ans, Loopsider, on va bientôt lancer un 3e média. On ne sait pas encore sur quelle thématique, mais on va le faire avec toujours les mêmes outils et le même engagement. Et si je vous pousse un peu plus loin, la future révolution dans les médias, ce sera? Ça sera sûrement l'arrivée d'acteurs d'autres pays, d'autres continents et savoir composer avec eux. On a eu cette révolution américaine dans les années 90 qui a représenté Internet. D'autres civilisations, d'autres cultures se sont emparées de cette technologie, de ces outils. On pense à la Chine notamment. Eh bien, il va falloir aussi l'Inde bientôt. Il va falloir apprendre à travailler avec tous ces nouveaux entrants. Dernière question, vous, dans 5 ans, vous serez? Je serai toujours curieux et je serai toujours, j'espère, à la tête de médias en images. Merci beaucoup, Giuseppe De Martino, président de la SIC et cofondateur de Loopsider et Période. Alors, je vous propose de rester avec nous. Juste après la pause, nous avons rendez-vous avec la conquête spatiale.
Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech et notre rendez-vous dans l'espace nous attend avec Cécilia Sévry qui nous a rejoint. Giuseppe De Martino, mon invité spécial du jour, est toujours avec nous également. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous allez nous parler de ce retour de la Chine sur la Lune. Et oui, pour la 3e fois, la Chine s'est rendue sur la Lune, mais pas les taïkonautes. C'est une sonde seulement, Chang'e 5, qui s'est posée sur la Lune. Et les images, vous allez le voir, sont assez spectaculaires. Alors l'année dernière, déjà, le CNSA, c'est l'agence spatiale chinoise, a marqué l'histoire en allant explorer la face cachée de la Lune pour la première fois au monde. Elle y a déposé le rover Yutu-2 qui est toujours en activité là-haut et elle envoie des données. Ce rover envoie des données régulièrement. Et puis la première mission, c'était en 2007, une mission qui avait pour but de cartographier à l'époque et de modéliser en 3 dimensions notre satellite. Alors racontez-nous comment cette sonde est arrivée. Alors on rembobine jusqu'au 23 novembre dernier. C'est le jour du lancement depuis le centre spatial de Wencheng. La sonde est embarquée dans un lanceur Long March 5. C'est le lanceur chinois le plus puissant en service aujourd'hui. Et après 5 jours de voyage, la sonde a rejoint l'orbite lunaire. Elle s'est placée à 200 km d'altitude au-dessus de notre satellite seulement. Ce n'est pas beaucoup pour se placer en orbite. Et 2 jours plus tard, donc le 30 novembre, arrive la 2e étape. Les modules se sont séparés. Une partie des modules d'alunissage et de remontée sont descendus sur la Lune. L'autre partie, pour le retour vers la Terre, bien sûr, est restée en orbite. Alors, ce qui nous amène finalement à ce mardi 1er décembre, où ces fameux modules accompagnés de notre sonde ont réussi leur atterrissage sur la Lune. Il faut le dire aussi, tout ça s'est passé sous l'œil bienveillant de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. L'agence a fourni une assistance technique en matière de télécommunication et de surveillance de la sonde. Qu'est-ce qui a motivé la Chine pour retourner sur la Lune ? Alors, l'objectif de la mission, c'est de ramener des échantillons lunaires. Ça fait plus de 40 ans en fait que personne n'en a ramené sur Terre. D'ailleurs, vous vous en souvenez, on en avait un morceau en plateau, exact. Un petit échantillon de régolithe précisément. Pour rappel, c'est ce qui recouvre toute la surface de la Lune. C'est un matériau très intéressant parce qu'il est malléable, ce qui permettra de faire des constructions lunaires pour les prochaines éventuellement colonisation de la Lune. Par ailleurs, on y trouve jusqu'à 45% d'oxygène. On en a ramené à plusieurs reprises. Il y a eu différentes missions, les missions Apollo, par exemple. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, une partie des échantillons qu'on avait ramenés en 1972 avaient été mis au frigo. L'idée, c'était de les garder pour que des technologies futures plus avancées puissent y trouver des clés qu'on n'aurait pas pu y trouver à l'époque. Et donc, l'année dernière, une partie de ces échantillons ont été livrés aux chercheurs en cadeau de Noël pour qu'ils puissent les explorer. Et puis, il y a eu aussi les Russes qui ont envoyé la mission Luna en 1970, le programme spatial soviétique, pour aller chercher des échantillons. Et pourquoi c'est important de rapporter encore des échantillons ? Alors parce qu'on a toujours ramené des échantillons de roches qui avaient plus ou moins le même âge en fait à l'époque, c'est-à-dire entre 3 et 4 milliards d'années. C'est pour ça que la localisation de cette sonde ici est très importante. Elle s'est posée dans l'océan des tempêtes. C'est un site à l'ouest de la face visible de la Lune, près d'une formation volcanique d'environ 1000 mètres de haut, qu'on appelle le mont Rumke. C'est la plus grande des mers lunaires, vous le voyez sur les images. Ce site est déjà beaucoup plus jeune en fait que tout ce qu'on a analysé. C'est une façon de parler parce qu'il ne daterait que de 1,2 milliard d'années. Et comment ça se passe maintenant que cette sonde est posée ? Alors la première étape, c'est les vérifications techniques. On a relevé toutes les données qui concernent le site d'atterrissage. Le but, c'est de fournir en fait le plus d'informations possibles, de données géologiques pour mieux comprendre ensuite à terme les échantillons qu'on aura ramenés sur Terre. Et puis la deuxième étape, bien sûr, c'est la collecte. Les opérations viennent de débuter. Si tout se passe comme prévu, la sonde devrait emmagasiner 2 kilos de roches lunaires et de cailloux et de poussière, de régolithe, la matière récupérée en surface mais aussi à 2 mètres de profondeur grâce à une foreuse à percussion. Et c'est un bras robotique, vous l'avez vu, qui va activer toute cette mise en marche. Et ensuite, il va transférer l'échantillon sur la sonde qui va l'envoyer en orbite. Et la prochaine étape, ce sera le retour sur Terre. Et il est prévu quand ? Alors, le retour sur Terre, il est prévu assez rapidement, à la mi-décembre, donc dans seulement quelques jours finalement. En fait, la sonde n'a pas été conçue pour séjourner longtemps
longtemps sur la Lune. Elle n'est pas équipée du dispositif nécessaire pour résister au froid lunaire. Vous le savez, sur la Lune, la nuit, il fait jusqu'à moins 150 degrés Celsius. Et donc, elle n'a pas été équipée pour affronter ça. Donc, elle va faire toute sa mission 2 jours, ce qui correspondra à moins d'un jour lunaire, parce que là-bas, ça dure 29 jours terrestres, un jour lunaire. Est-ce qu'il y a une mission habitée qui est déjà au programme? Oui, Chang'e 6 est déjà en préparation. Elle devra rapporter, elle aussi, des échantillons, et cette fois de la face cachée de la Lune en 2023-2024. À quoi vont servir ces nouveaux échantillons, dites-nous? Alors, toutes ces missions ont pour but de faire avancer notre compréhension de la Lune et de ses origines, mais aussi de notre système solaire plus globalement. L'étude de la composition des sols extraterrestres de tout âge est primordiale dans la recherche spatiale. Surtout, la surface de la Lune a un avantage par rapport à celle de la Terre. Elle n'a pas été remodelée en permanence par l'érosion et surtout la tectonique des plaques. C'est aussi un moyen de préparer la colonisation de notre satellite. On en a parlé tout à l'heure et plusieurs fois sur ce plateau. Et puis, on a besoin de connaître la géologie de ce satellite. C'est encore un nouveau moyen de trouver comment exploiter ce sol pour permettre éventuellement de s'y installer. Bon, une belle aventure. On voit comme la Chine prend de l'importance, Giuseppe De Martino. Quand j'étais petit, on parlait de quand la Chine s'éveillera. Mais... voilà, la Chine est réveillée. Peut-être qu'il y aura des images sur TikTok. Oui, peut-être. Voilà, TikTok qui nouvel adhérent de l'ASIC. De l'ASIC, oui. Merci beaucoup, Cécilia Sévry, pour votre rendez-vous dans l'espace. On va vous laisser changer de plateau pour aller nous présenter le Lab Startup dans quelques instants. Merci, Giuseppe De Martino, président de l'ASIC, cofondateur de Loopsider et de Période, d'avoir joué le jeu de ce grand entretien. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi pour de nouvelles discussions sur la tech.